Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette conférence, cette table ronde sur le thème, qu'on soit bien d'accord, reconfiguration des acteurs et des réseaux, avec des questions. Doit-on continuer à privilégier le court-termisme? Comment réinventer des stratégies gagnantes? L'accompagnement entrepreneurial sous tension? La première conférence ce matin où on nous a dit qu'il y aurait de la remise en question, pratiquement en conclusion. Donc j'ai envie de vous dire, toutes les conditions sont réunies pour qu'on rentre le plus rapidement possible dans ce thème. Et puis j'ai des intervenants que je vais mettre à contribution le plus possible pour vous apporter des réponses à vos questions. Katia Rousson, de la région Occitanie. Je lui demanderai effectivement par moment de faire des illustrations liées à votre région sur des cas, mais peut-être de parler le plus possible au niveau des régions, de la même manière, assez large. Sabine Hameau, du réseau Initiative France, avec, on le sait, un certain nombre d'implantations locales, donc l'obligation et on voit déjà un premier point entre le national, le territorial. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Karim Esseguem, l'ABEX Entreprendre, l'Université de Montpellier, et puis vous, Didier Chabot, lié à Paris. C'est une table ronde regard croisé entre des chercheurs et puis des acteurs un peu plus de terrain. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un travail d'échange avec nos intervenants, et puis qu'on vous laisse une part pour les questions, parce que sur ce thème-là, je pense que ça s'impose. Si la règle du jeu vous va, on est parti? Yes? Personne ne s'est trompé de ça? Alors on est bon. Sabine, je vais démarrer par vous. Quand on regarde bien, j'ai l'impression que d'après ce qu'on entend, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et je me dis qu'un acteur de terrain doit ressentir pleinement ce qui bouge et que toutes les personnes dans la salle, même si elles en ont conscience à des degrés divers, c'est peut-être pas mal qu'on fasse un peu le point sur tous ces mouvements. Comme je dis, dans tous ces ateliers, dans toutes ces tables rondes, il y a des personnes qui vont dire ça, je sais, ou je pensais, que ça vous conforte quelque part dans vos premières idées, vos approches. Donc, vous découvriront un peu plus la thématique. Et bien donc, profitez-en, il y a bien ces deux niveaux qu'on va essayer de gérer. Alors, Sabine, comment ça se passe au réseau Initiative? Tranquille? Pas en ce moment, non, ça va, on ne s'ennuie pas. Et ça fait longtemps que ça vous donne l'impression de bouger? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le réseau Initiative, et à chaque fois, on dit oui, tout change, etc., il faut s'adapter, les politiques publiques changent, les besoins des entrepreneurs changent, etc. Il se trouve quand même que depuis quelques années, le changement est en version accélérée, et on est confronté à la fois à des changements assez radicaux, et puis à des mouvements de fond qu'on a déjà perçus depuis quelques années et qui continuent effectivement à se mettre en œuvre. Et la conjonction des deux fait on n'appelle plus ça de l'évolution, on appelle effectivement ça de la conduite du changement, effectivement en vitesse accélérée. Alors, très rapidement, le réseau Initiative a été créé dans les années 80, il a mis à peu près une vingtaine d'années à s'installer dans l'ensemble des territoires, avec un modèle économique qui s'est rodé dans le temps, avec des partenaires, alors tous les partenaires de la création d'entreprises autour de la table, et puis les partenaires financeurs étaient très fortement les départements, les chambres de commerce et d'industrie qui ont été, nous, fortement contributeurs en financement, mais aussi en mise à disposition de ressources humaines, de locaux, donc qui ont beaucoup œuvré au déploiement du réseau Initiative France. Et puis l'État était très présent. L'État était très présent, fait financer par des actions l'installation de nouvelles associations, les reconfigurations territoriales, etc., avec les contrats de plan État-région, avec un certain nombre d'actions. Les régions sont arrivées, progressivement. Et puis un certain nombre d'acteurs. Alors maintenant c'est BPI, avant c'était la Caisse des dépôts, on avait l'Envar, Oseo, enfin tous ceux qui gravitent dans l'entrepreneuriat connaissent tous ces acteurs-là par cœur. Et il se trouve que effectivement les choses se sont accélérées, depuis 2015, avec la loi NOTRe, qui a quand même beaucoup rebattu les cartes sur évidemment les compétences des collectivités territoriales. Et pour un réseau comme Initiative France qui est né des territoires, qui est né d'initiatives locales, forcément ça a contribué à fortement faire évoluer notre écosystème et notre modèle économique parce que, comme je vous le disais initialement, la moitié de nos financements provenaient des départements et des chambres consulaires. J'ai regardé d'ailleurs la répartition de nos financements sur l'accompagnement.
on était en 2014, donc là où on avait déjà démultiplié les sources de financement, ces deux partenaires apportaient 15% en moyenne du financement. Aujourd'hui, ils sont à moins d'1%, les deux cumulés. Donc ça vous donne une idée quand même, en l'espace de quelques années, de l'évolution forte qu'on a pu vivre. Donc avec la loi NOTRe, comme vous le savez, les départements n'ont plus la compétence en matière de développement économique. Et avec cette perte de compétences, la disparition, en tout cas quasi intégrale, des agences de développement et comités d'expansion portés par des départements, et dont certains d'ailleurs étaient les structures d'appui historiques des plateformes. Les chambres de commerce, vous le savez aussi, ont perdu beaucoup de financement, ont perdu de nombreux salariés. Alors il y a eu une vague de 2000 disparitions d'emplois et c'est encore en cours. Ça veut dire que nous, ça nous a impacté directement sur les ressources humaines, puisque une partie des ressources humaines des associations était basée sur les ressources mises à disposition. Et donc, pour Initiative France, on s'est posé la question, au moment de la loi NOTRe, on s'est dit on va perdre des associations, on va perdre de la capacité d'action dans les territoires, parce que très franchement, le modèle économique de certaines associations a changé à 75%. Par exemple, une association qui avait un bon modèle économique avait le financement du département, des financements des chambres consulaires, un peu de prêt à la création d'entreprises qui nous apportait un peu de financement de la BDPME, ensuite OSEO et puis BPI. Un financement quand même de la Caisse des dépôts qui finançait des études, des actions de communication, des actions d'animation sur les territoires. Et tout ça, ça a disparu. Donc ça veut dire que derrière, il a fallu se réorganiser avec les régions qui sont montées en force, avec les intercommunalités qui sont montées en force, les acteurs privés, les banques, les assurances, les entreprises. Et force est de constater, et ça c'est vrai que on ne le savait pas à l'avance, mais c'est je pense l'importance, on va reparler du territorial, d'être ancré dans les territoires et d'être un acteur du territoire, c'est que finalement, aujourd'hui en 2018, nous n'avons pas perdu le financement, c'est-à-dire qu'on a même mobilisé un peu plus de financement qu'en 2014, 2015. Par contre, on a fait évoluer les modèles économiques, c'est-à-dire que plus d'interco et plus de régions, plus d'Europe dans certains territoires, et concrètement, quelquefois des réorganisations totales d'associations qui ont perdu toutes leurs ressources humaines et qui ont dû à nouveau réembaucher, se réorganiser, etc. Donc là, ce qu'on a vécu au cours des 3 dernières années n'a rien à voir avec les évolutions dont on se plaignait, parce qu'évidemment, à chaque fois, il fallait chercher le financement tous les ans, etc. Là, on a été sur des changements radicaux dans certains territoires, avec des jeux d'acteurs qui ont complètement évolué. Et ce qui est assez intéressant, c'est la capacité des acteurs d'un territoire à se réorganiser et à finalement se mettre d'accord autour d'une table pour se dire comment est-ce qu'on retrousse nos manches pour continuer l'action qu'on a menée depuis des années. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi de continuer à accompagner les entrepreneurs tout en montant de nouveaux modes de financement. Ça n'a pas été simple. Donc ça a été les principaux changements. Et puis les changements de fond qu'on voit s'opérer, c'est la disparition de l'État dans tous les financements quasiment. C'est le numérique qui arrive en force avec des changements de pratique dans nos modes de fonctionnement, de réseau et puis dans nos modes de relation avec les partenaires. Et puis les nouveaux modes de financement, ça on y reviendra peut-être, mais qui ont aussi impacté, c'est qu'en même temps que la loi NOTRe s'est mise en place, on voit qu'on a de nouveaux modes de financement. On était avant financé beaucoup sous forme de subventions et de contrats d'objectifs et de chartes d'objectifs où on co-construisait des objectifs. Maintenant, on est beaucoup plus dans des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, voire des marchés publics où effectivement il faut qu'on rentre dans des cahiers des charges extrêmement détaillés. Et donc c'est une autre pratique qui se met en place. Katia Rousseau, on aura l'occasion sur ce point-là de dire une position de la région pour bien qu'on comprenne comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. C'est clair que vous avez bien illustré les changements, comme vous l'avez dit, les changements de fond et accélérés. Vous avez parlé, on y reviendra, des notions territoriales dans un deuxième temps. Vous avez parlé aussi du fait que vous n'étiez pas le seul acteur touché, que d'autres acteurs étaient touchés et vous réimpactez une deuxième fois. Sur vos financements, on en dira un mot aussi. Vous avez même aussi évoqué jusqu'où c'était allé pour votre structure avec des risques de fermeture, de remise en cause du modèle économique. Donc c'était violent quand même, les répercussions que ça a pu avoir dans votre réseau et ce qu'on entend aussi de la part de certains autres acteurs. Bien sûr. Et on reverra après, comme vous l'avez dit, sur certaines modalités dans la phase 3 qu'on va s'accorder, un peu sur les solutions qui peuvent permettre justement à des acteurs sur certains jeux ou sur certaines propositions d'évoluer. Katia Rousseau, par rapport à ce qui a été dit là, concernant évidemment la région, vous n'aviez pas le même fonctionnement avant, il y a des choses qui vous reviennent maintenant, j'ai l'impression que vous avez une position déterminante là aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Disons que nous aussi nous avons connu notre Big Bang. En 2016, voilà,
il y a eu une idée lumineuse qui a mené à la fusion d'un certain nombre de régions, dont celle du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, qui ont fusionné pour devenir la région Occitanie. Et par ailleurs à ce Bing Bang généré par les fusions des régions, effectivement, nous avons eu également les transferts de compétences liés à la loi NOTRe qui donnaient à la région effectivement ce rôle de pilote en matière de financement de l'accompagnement entrepreneurial. Donc là aussi, il a fallu plus que pivoter, tout en étant soumis à de fortes contraintes réglementaires, puisque là aussi, nos collègues non moins amis européens ont décrété que désormais l'accompagnement à la création et à la transmission reprise d'entreprise rentrait dans le champ concurrentiel et que de ce fait, nous ne pouvions plus intervenir en tant que financeurs publics sous format classique, type subvention et autres, mais qu'il devait y avoir de toute façon toujours au préalable une mise en concurrence et une publicité avant que l'on puisse financer notamment les opérateurs de l'accompagnement à la création et à la transmission d'entreprise. Donc effectivement, y compris pour les régions, qu'elles aient fusionné ou pas, la définition d'un nouveau mode opératoire pour financer les structures que vous êtes en termes d'accompagnement à la création, transmission, reprise, et avec comme spécificité pour la région Occitanie du fait de la fusion, tout d'un coup d'intervenir sur des tissus économiques, des publics adressés, des historiques d'opérateurs très différents d'un territoire à l'autre, puisque la région Occitanie, c'est quasiment la surface d'un pays comme l'Irlande, sur 13 départements, et donc avec pour autant une dynamique entrepreneuriale très très importante, puisqu'on reste la région, en dehors de la région Île-de-France, avec le plus fort taux de création d'entreprises. Donc, effectivement, nous-mêmes, nous avons subi, en tant que collectivité territoriale, un certain nombre de contraintes à la fois réglementaires et géographiques, mais également économiques, parce que nous sommes, depuis déjà plusieurs années, en situation quand même de déficit structurel en matière de crédit de fonctionnement. Or, c'est ces crédits-là qu'il faut arriver à mobiliser avec le plus d'efficience possible à l'attention des opérateurs qui, eux, au quotidien, œuvrent sur l'accompagnement à la création de transmission d'entreprise. Et sur un territoire grand comme la région Occitanie, le maillage du territoire intelligent et l'intelligence collective et la compétition deviennent plus qu'une nécessité, un prérequis. Est-ce qu'au-delà du fait du financement pur, dans votre façon de mettre en place des dispositifs, il y a des choses qui ont changé donc, dans ces appels à projets, dans tout ce travail-là, vous en tirez d'autres avantages? Alors, ça nous a permis, à nous aussi, en tant que financeurs publics, de sortir du bocal et de réfléchir et de se remettre en cause et d'essayer effectivement de remettre le porteur de projet vraiment au cœur de nos priorités en tant que financeurs publics et d'essayer dans la mesure du possible lorsque l'on a réfléchi en matière d'ingénierie sur ces appels à projets, sur le financement des structures, sur les cœurs de métier des opérateurs, mais aussi sur le parcours à proposer au porteur ou à la porteuse de projet pour effectivement le remettre au centre de nos priorités. Ce qu'on avait peut-être un petit peu fini par oublier avec un système classique de subvention reconduite d'année après année, et aussi beaucoup de tenir compte de l'évolution des modèles économiques des opérateurs que nous avions désormais en face, et en leur opposant quand même souvent des commandes qui pouvaient apparaître comme contradictoires, puisqu'on leur demandait de mailler parfaitement le territoire, d'adresser des publics spécifiques, chacun de se recentrer sur leur cœur de métier, et tout ceci en plus du fait d'un aspect réglementaire, leur imposant la gratuité de leur intervention, puisque la seule façon que nous avions désormais d'intervenir financièrement vis-à-vis de vous, opérateurs, c'était d'adosser nos interventions à un service d'intérêt économique général qui dit SIEG, dit gratuité de l'intervention. Par rapport aux discussions que nous avons pu avoir déjà ce matin, en tout cas, effectivement, notamment au niveau de la battle entre nos classiques et les anciens, ouais. Voilà, effectivement, ça peut, vu de l'opérateur,
de terrain, je peux tout à fait comprendre que la commande régionale de dire je vous finance, j'interviens souvent à des hauteurs quand même importantes, comme vous l'indiquiez, des budgets, puisque par exemple sur le réseau Initiative France, la région n'intervenait pas avant la loi NOTRe, nous intervenons éventuellement en abondement des fonds de prêt, mais absolument pas en fonctionnement, puisque c'était les départements qui étaient en première ligne. Voilà. Là, tout d'un coup, nous intervenons et souvent à des hauteurs importantes. Par contre, effectivement, on leur dit on ne peut pas être votre seul financeur public, mais par ailleurs, vous ne pouvez pas aller chercher du financement privé parce que si vous faites payer, par exemple, aux porteurs, du coup, vous sortez du SIEG et on ne pourra plus vous garder dans le cadre de notre réseau d'opérateurs labellisés. Donc, voilà, on sait, en tant que financeur, qu'on leur impose des choses, des contraintes compliquées à suivre. Très rapidement, pour vous, et après on élargira encore un petit peu, ce changement de financement vous a posé gros problème de passer de subventions, entre guillemets, à ce qui est évoqué là, des appels à projets, à concurrence supplémentaire. Aucun problème sur la gratuité parce que c'est la base et j'allais dire le modèle même fondamental sur lequel repose toute notre intervention, c'est qu'on est sur le modèle initiative très rapidement, on est sur du don contre don, c'est-à-dire qu'on intervient gratuitement au moment où l'entrepreneur ne dispose pas d'assez de moyens pour justement pouvoir créer dans de bonnes conditions, il a besoin de faire appel à un écosystème, il a besoin de réseauter, il a besoin d'apprendre ce que ça peut être que la posture de chef d'entreprise. Et donc l'accompagnement initiative, c'est ça d'abord. Et c'est de dire, on vous propose un prêt à taux zéro et un accompagnement gratuit parce qu'on croit dans votre projet, parce qu'on va vous accompagner dans votre projet gratuitement en mobilisant des expertises qui, eux, ont une valeur, pour le coup, même monétaire, si on devait le traduire, extrêmement forte. En faisant le pari que vous allez devenir des acteurs du territoire et que demain vous allez vous impliquer alors dans nos plateformes tant mieux, mais aussi peut-être dans d'autres acteurs de l'accompagnement du territoire et à réseauter à nouveau, etc. Donc on parie sur un cycle vertueux qui est basé sur la gratuité. Par contre, ce qui peut nous poser problème, et là c'est la difficulté à faire vivre un projet associatif de réseau, avec des politiques régionales qui, pour le coup, vont être différentes d'une région à l'autre et qui, quelque part, vont correspondre, matcher avec notre projet associatif, avec ce que l'on souhaite faire pour répondre aux besoins des entrepreneurs et qui, quelquefois, vont moins matcher parce qu'on va nous mettre dans une case contrainte et qu'on se dit, demain, comment va-t-on financer notre projet associatif ? Si finalement, eh bien, la contrainte qui nous est donnée ne correspond qu'à la moitié du service que l'on souhaite rendre aux entrepreneurs. Donc à l'heure actuelle, nous sommes dans ces questions-là. Alors la recherche de financement privé, on va la chercher, mais effectivement par du mécénat, parce que nos associations sont d'intérêt général, et donc on va aller chercher ce mécénat. Mais ça nous oblige à repenser totalement les choses. C'est à se dire, nous sommes partenaires des collectivités de la région, bien entendu, qui est devenu un partenaire majeur. Les intercommunalités, ce sont vraiment nos deux partenaires clés. Public, et puis le FSE selon les territoires. Mais effectivement, ça nous oblige à repenser la façon dont on va déployer notre projet associatif. Ce que je voulais plus vous c'est faire pas si dire, simple, c'est que Katia me disait globalement, ce que l'on accorde aujourd'hui, c'est sur 3 ans la visibilité que vous avez sur les projets qui sont financés. Pour vous, par rapport aux subventions, ou avant, on pouvait dire qu'entre guillemets, vous aviez une certaine tranquillité, c'est ce que j'avais abordé avec vous. Vous me dites, sur le fond, ça n'a rien changé de véritable. Il a fallu s'adapter, mais ça n'a rien changé sur vos risques. Oui, alors il faut savoir que les subventions, ça reste de l'annualité budgétaire de toute façon. Donc même quand on avait des conventions sur 3 ans, il fallait quand même le renégocier tous les ans. Politiquement, ça on a l'habitude. On a l'habitude d'ailleurs de démarrer les actions et de signer des conventions financières au mois de septembre, alors qu'on a dû commencer les actions au mois de janvier. C'est la vie des réseaux associatifs et c'est pas propre. Pas de risque supplémentaire. On connaît en pratique depuis des années. Non, ça c'est pas tellement ça le changement. Le changement, c'est plutôt la modalité de financement. On y reviendra. On est moins dans la co-construction que dans une réponse à un parcours déjà proposé. Katia, tout à l'heure, on reviendra sur les notions de cœur de métier que vous avez commencé à aborder. Mais maintenant, je vais peut-être demander à Karine Séguin, au travers de ce qu'on a pu entendre, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on pourrait attirer l'attention des personnes dans la salle et puis de nos participants impliqués au quotidien dans la création? Je trouve intéressant finalement les témoignages, les exemples qui permettent vraiment de bien comprendre quels sont les enjeux de cette transformation, de ces besoins de changement. Moi, il me semble qu'il y a, en faisant et en écoutant ce que vous avez dit, peut-être 2 types de facteurs, des facteurs un peu structurels. On a évoqué la loi NOTRe, les contraintes réglementaires européennes, les contraintes bien évidemment aussi liées au financement public, qui pèsent bien évidemment sur un certain nombre d'actions qui permettent aussi
à se repenser, mais il y a aussi des facteurs, c'est vrai qu'on les voit là plutôt négativement, mais aussi qui peuvent être très positifs, hein, des facteurs liés à la société, liés aux technologies d'information, liés aussi à la capacité peut-être aussi des porteurs de projets peut-être d'être davantage acteurs, et ça rejoint un peu ce qui a été dit. On a peut-être des typologies, on y reviendra peut-être un peu de porteurs de projets qui peuvent amener aussi à se repenser et à repenser les pratiques d'accompagnement. Donc il y a des facteurs donc, structurels, on pourra éventuellement détailler, et peut-être des facteurs, et ça a été un peu dit, qui sont peut-être plus de nature stratégique. Et c'est vrai que le fait d'avoir été, je dirais, alimenté par une forme de sécurisation, quelque part, on était dans un cadre, des relations qui étaient définies, des financements voilà, qui s'engageaient, bon, il y avait bien évidemment un travail qui était important, mais finalement, ça ne poussait pas à engager une véritable réflexion stratégique. Et peut-être que la transformation, elle est là, c'est que, comme tout type d'organisation, si elle veut s'adapter à son contexte, à son environnement, à son écosystème, elle a bien évidemment tout intérêt à se questionner sur des choses essentielles, comme ses valeurs, sa mission, sa vision stratégique. Et donc, il y a des facteurs finalement qui sont plus stratégiques et qui amènent dans la transformation peut-être à devoir mettre de la pensée stratégique dans les structures, dans les réseaux. Et ça rejoint quelque part ce qui a été dit finalement en disant si l'Europe considère qu'on est sur un marché comme un autre, l'accompagnement c'est un marché comme un autre, c'est une prestation de service comme une autre. Il y a de la concurrence, et d'ailleurs les concurrents potentiels et privés n'ont pas attendu cet élément-là pour s'y engager. Clairement, on voit toute une série d'acteurs, grands groupes, du financement bancaire, etc., qui sont intéressés, experts comptables, etc., qui ont eux aussi besoin de relais de croissance, et donc eux-mêmes qui définissent une stratégie pour essayer d'attaquer ce secteur finalement de l'accompagnement entrepreneurial. Et donc clairement, ça amène à devoir engager ce type de réflexion stratégique, mais en revenant vraiment au fondement de ce qu'est une stratégie. Et c'est déjà quelles sont ces valeurs. Je demanderai à Didier sur l'aspect stratégique d'approfondir le plus possible, puisque essayer de faire parallèle peut-être avec les entreprises. Dans ce que j'ai entendu et autres, le changement, on a dit, des attentes ou des comportements, la société a évolué aussi un peu par rapport à l'entrepreneuriat. Là aussi, c'est un facteur positif, parce que je ne voudrais pas qu'on ressorte de cette table ronde en se disant qu'il n'y a que des facteurs négatifs, il y a énormément de facteurs positifs. Si on regarde le marché de la création d'entreprises, c'est un marché avec une croissance à 2 chiffres. Donc il y a peu de marchés. Alors on peut relativiser, on peut discuter le sens de ces chiffres, mais on a effectivement une explosion du nombre de créations, du nombre de projets, d'engagements entrepreneuriaux. On a flirté avec les 700 000 créations d'entreprises. C'est quand même historique. Alors après, bien évidemment, on peut regarder plus finement, discuter sur la qualité même des projets, sur leur pérennité, etc. Mais on voit bien qu'il y a une transformation sociétale. On avait déjà eu l'occasion d'organiser des événements où on introduisait le terme de société entrepreneuriale. Donc clairement, je pense que la France a pris ce virage, et il n'est pas nouveau, il date des années 2000. Donc, il y a eu toute une série de dispositifs, mais aussi une autre façon de penser l'entrepreneuriat, et notamment en l'ouvrant aussi à d'autres publics. Je pense que cette revitalisation, on la retrouve alors dans une autre table ronde qui est en parallèle, par exemple sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat étudiant. Et donc clairement, ça c'est un facteur qui est très positif, qui amène aussi de nouveaux regards, de nouvelles approches, qui se traduit dans les chiffres, puisque là aussi, quand on analyse finement les styles, les chiffres de la création, l'âge de création a tendance à baisser. Aujourd'hui, on est autour de 36 ans. Et 38% des projets qui ont été créés en 2018 l'ont été par des personnes qui ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est quand même peut-être structurellement un élément assez intéressant, bien évidemment qui questionne, parce qu'il va falloir effectivement s'adapter, apporter des solutions à ce nouveau contexte. Sabine a dit un mot sur le digital. Est-ce qu'il y a une cohérence avec ce nouveau public aussi Positif et négatif. Parfois, on décrit un peu les risques sur l'emploi, parce qu'effectivement, le digital permet de remplacer un certain nombre de tâches qu'on peut automatiser, on peut imaginer dans le domaine de l'accompagnement, des tâches qui pourraient quelque part liées à l'accueil, par exemple, à l'orientation, etc., qui pourraient effectivement être prises en charge, mais en même temps, ça permet d'aller chercher
peut-être de la valeur ajoutée sur d'autres tâches, de repenser à certaines activités. On peut combiner les deux, c'est ce qu'on fait par exemple alors, en termes de formation, ça s'applique très bien en termes d'accompagnement, la création de MOOC par exemple, qui ne sont pas forcément des programmes qui se substituent à une formation classique, mais qui permettent de faire passer un message, qui permettent de sensibiliser, qui permettent aussi d'attirer des publics. Donc c'est aussi un moyen de recréer du lien avec cette variété, cette diversité de porteurs de projets. Et après, d'un point de vue très opérationnel, on a des outils qui sont mis en place aujourd'hui dans les structures type CRM qui permettent un meilleur suivi des projets, voire une évaluation de la performance dans le temps, ce qui permet d'éviter de passer à côté de certaines choses. Donc, c'est plutôt effectivement la digitalisation, on peut le voir sous un angle très très positif pour le secteur. Donc, transformation sociétale, combiner les deux avec le digital et autres, c'est-à-dire, on peut dire plus le contact, le présentiel, et puis les autres outils permettant encore d'augmenter la relation, et l'apport de connaissances. Et la qualité de la relation. La qualité de la relation. Didier, est-ce que par rapport à tout ça, il y a d'autres tendances ou d'autres acteurs ou d'autres points marquants qu'on n'a pas abordés dans notre panorama aujourd'hui? Disons, on peut sans doute voir effectivement plusieurs éléments qui bougent. Alors, je dirais que vous avez bien montré, on a bien vu dans les différentes interventions qu'on est dans un monde mouvant, changement institutionnel, structurel, remise en question des acteurs, voire du métier. Et c'est vrai que plus largement, on sent bien qu'il y a une évolution dans le monde du travail, il y a une évolution dans la relation et dans le fonctionnement des entrepreneurs. Et c'est vrai qu'un des éléments qui quand même est très marquant sur ces dernières années et qui peut peut-être nous impacter en tant qu'acteur de l'accompagnement, c'est tout l'essor des tiers-lieux, des coworking space. Juste un chiffre, on estime qu'à Londres aujourd'hui, 20% de l'immobilier d'entreprise est consacré à des coworking space. À titre comparatif sur Paris, on estime que c'est 3% aujourd'hui, et on est passé en l'espace de 2 ans de 50 000 à 100 000 m² de bureaux occupés par des coworking space. Or, ces coworking space, évidemment, peuvent accueillir des salariés d'entreprises classiques, mais également dans leur offre, pour un certain nombre d'entre eux, clairement sont ouverts et ciblent parfois spécifiquement les entrepreneurs, les porteurs de projets, en disant écoutez, venez chez nous. Et en plus, en travaillant dans ces cas-là avec d'autres acteurs qui peuvent être des experts comptables, des banques, un certain nombre d'acteurs, en leur disant pensez aussi que vous pouvez proposer du service chez nous pour accompagner les porteurs de projets. Alors c'est vrai que quand on voit ça, on se dit voilà, finalement il y a peut-être une évolution. En gros, en 2010, on estimait qu'il y avait, je crois, plus de 20 000 personnes qui travaillaient dans des coworking space au niveau européen. Aujourd'hui, on estime que c'est 1,7 million. Donc, en l'espace sur des formes qui sont apparues en gros il y a une vingtaine d'années, on a vraiment une évolution qui est très forte. Donc c'est vrai que là on voit apparaître quelque chose, et peut-être le contrepoint sur le volet des entrepreneurs, alors là c'est peut-être quelque chose de déconnecté et pas présent partout, mais là, ce qui m'avait frappé dans une étude qui a été réalisée récemment par un collègue et avec un collègue, qui avait travaillé sur des entrepreneurs, alors pour la plupart d'entre eux des entrepreneurs innovants, c'est que tous faisaient état de comportements de multi-incubation. Donc en moyenne, chaque entrepreneur était suivi par 3 structures différentes en l'assumant complètement. Et quand on avait travaillé avec une quinzaine d'acteurs différents, alors, de formes différentes, incubateurs, etc., même accélérateurs, on était allé voir des formes différentes. Et là, ce qui était amusant, c'est que pour le coup, on a eu des réactions de la part des responsables de structures ou des chargés d'affaires qui étaient parfois ambiguës, en disant, mais finalement, non, c'est quelque chose qui existe, mais on ne l'encourage pas. En même temps, parfois à dire, moi je l'interdis, tout en ayant en parallèle ces entrepreneurs qui disaient nous on est suivis par 3 structures. Et là vous vous dites tiens, c'est étonnant, c'est pas une pratique, c'est une pratique théoriquement interdite mais qui est pratiquée. Et puis quand on allait voir les chargés d'affaires, c'était encore plus amusant parce que les chargés d'affaires ils étaient tous multistructures quasiment. Et là pour le coup vous vous dites tiens, intéressant, vous avez des personnes qui peuvent être. Alors certes c'était pour le coup sur un territoire de France, donc très spécifique. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans les études, en l'occurrence, on avait des gens qui étaient dans des villes de province, qui étaient hébergés dans des villes de province, qui étaient aussi hébergés sur Paris, et qui allaient justement dans nos villes de province pour récupérer
de l'accompagnement, de la prestation, des appuis, des aides, etc., une connaissance locale, et les gars, quand on les interviewe, ils nous disent, bon, finalement, j'y vais 2 fois par an. En gros, je me montre, on me demande de venir, de participer quand il y a quelqu'un de visite qui vient. Voilà, donc ça veut dire que là, il y a des, comment dire, peut-être des choses. Alors, vous disiez effectivement l'intérêt de remettre encore au cœur du dispositif le porteur de projet, mais on voit peut-être des porteurs de projet qui peuvent avoir des comportements différents. Et alors là, on le voit par cet exemple-là un peu de l'entrepreneuriat innovant, mais si je reviens plus anciennement, quand je travaillais en province, dans une région du nord de la France, c'était quelque chose qu'on savait pertinemment. On savait pertinemment qu'en même temps qu'on parlait d'harmonisation des interventions des acteurs et pour accompagner les entrepreneurs avaient tendance, en gros, à pratiquer une logique un peu de guichet multiple en disant « bon, je viens vous tester, puis j'irai tester l'autre » en disant « ce que vous pouvez me donner ?» On picore un peu à droite à gauche. Donc voilà, donc en même temps, il me semble qu'on prend plus en compte dans les logiques, et ça peut être un élément aussi intéressant de l'écosystème entrepreneurial sur lequel on va revenir avec des efforts de coordination, mais en même temps, on voit que l'entrepreneur il aura lui aussi tendance à jouer un petit peu avec tout ça. Et dernier point sur lequel on reviendra certainement, c'est évidemment tout le contexte de ce qu'on appellerait une fracture territoriale. Voilà. On va faire le point là-dessus. Est-ce que par rapport à ce premier point, après on va voir l'aspect territorial et puis après on les fera échanger un peu sur les propositions ou autres, et sur ce constat, des personnes veulent réagir, apporter, sinon on passe tout de suite à la rubrique suivante, ce qui ne vous empêchera pas de revenir. Oui, juste une petite, je trouve vraiment intéressant ce que vous venez de dire on a rarement des informations sur le parcours utilisateur. Effectivement, dans la tête du créateur, qu'est-ce qu'il consomme, c'est quoi son panier en fait en Presta. Et c'est marrant de le présenter comme ça, ça confirme des fois des sentiments. Mais en même temps, ça fait partie du parcours entrepreneurial. Normalement, vous devez être autonome et vous devez choisir vos fournisseurs. Je ne dis pas oui ou non. Donc, ils choisissent leurs fournisseurs. Et puis même, nous, en tant que chambre de commerce, souvent, je leur dis, écoutez, vous avez un panel de réseau, allez discuter, allez voir avec qui vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec nous, rendez-nous pas. Oui, mais on a peu de retours d'expérience. Je suis d'accord. Sans entrepreneur, oui. D'autres observations? Allez-y, Marie. Dans le prolongement, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des chiffres sur l'efficacité de cette multi-incubation, multi-accélération. Parce qu'effectivement, moi je suis sur Montpellier, donc de plus en plus d'entrepreneurs vont vers des accélérateurs parisiens, par exemple, des accélérateurs souvent thématisés. Voilà, quel est le résultat, comment on peut mesurer la performance de cet empilement ou au mieux de cette complémentarité. Vous avez raison, il y a un réel enjeu ici, à la fois d'évaluation et de perception. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a à la fois un intérêt et un risque. C'est-à-dire globalement, les comportements de multi-incubation, ce qu'on voit très souvent, c'est cette volonté de dire je vais mon projet entrepreneurial, alors selon le fait que j'ai déjà créé ou j'ai pas créé, j'ai pas les mêmes comportements obligatoirement, mais souvent je vais essayer de me procurer des ressources ou des éléments qui me manquent. Donc, qui peuvent être des ressources financières, qui peuvent être du conseil, qui peuvent être des avis, qui peuvent être parfois aussi un gain en légitimité. J'ai souvenir d'une entreprise, par exemple, qui était allée dans un grand incubateur parisien pour avoir la marque de l'incubateur. Et du coup, ils étaient très contents parce qu'ils avaient la marque de l'incubateur qui leur avait ouvert des portes par ce biais-là. Et donc, il y a ce côté-là utilisateur qui va être intéressant, mais ça nous pose des grosses questions d'évaluation. Parce qu'à mon avis, il y a un gros risque. Le risque, c'est que si on raisonne focalisé sur des indicateurs, on va très vite dire attendez, finalement, comment vous mesurez le succès? Qui le mesure? Qui a contribué? Est-ce que c'est vous en tant que première structure? Est-ce que c'est la deuxième structure qui a contribué? Qui contribue à quel moment? Et là, on voit apparaître à la fois des choses qui vont être importantes à prendre en compte, parce qu'à mon avis, il y a un risque qui est le risque d'avoir une vision très étroite en disant tiens, vous, à la sortie de votre structure, il était à tel état, à la sortie de la deuxième, il est à tel état, donc vous avez contribué sur pas grand-chose, on est désolé, et voilà l'accélérateur qui a beaucoup contribué, alors qu'en fait, on est sur ce qu'on appellera de la production jointe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est comment les ressources se combinent. Mais pour le voir de manière, juste de manière, pour le coup, qui peut être délicate,
l'exemple que je prenais de la structure qui avait eu le label du grand incubateur parisien intéressant, etc., ça a été une des belles success stories françaises, et le dit incubateur, qui était un incubateur Allègre, l'un des meilleurs de France, alors là pour le coup il n'en reste plus tellement, en fait a été évalué comme étant le meilleur incubateur français grâce à la levée de fonds de l'entreprise en question. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous regardez l'entreprise en question, clairement eux avaient apprécié le label, en même temps ils vous disaient on n'a jamais utilisé les services d'accompagnement. La seule chose que ça nous a donné, c'est le label. Et là vous voyez l'ambiguïté. D'autres observations? Sur l'évaluation, c'est l'objet de de la plénière sur l'évaluation, mais on a, comment dire, même les services de l'État même vont octroyer, même les régions vont octroyer de plus en plus des fonds sur des questions de performance. Or même, puisque j'avais fait l'enquête, parce qu'on a tous des plaidoyers pro domo, savoir oui, on a le meilleur réseau, on a c'est des plaidoyers, on sait ce que sont les chiffres, mais l'INSEE est dans l'incapacité avec l'enquête ciné de dire quelle va être vraiment la performance d'un réseau d'accompagnement. D'ailleurs, il y a une case juste dans l'enquête ciné qui est avez-vous été accompagné? Une seule case, ici, pas les réseaux. Et là, le champ de répondants est trop faible pour en tirer des statistiques pertinentes. Donc, qui est-ce qui veut intervenir? Moi, je veux rebondir sur quelque chose qui est assez important, mais qu'on n'a peut-être pas confirmé aujourd'hui. C'est qu'on est dans l'ère vraiment numérique et générique par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme information sur les réseaux. J'ai jamais eu autant de personnes qui recherchaient quand même l'accompagnement humain, notamment vers les jeunes. On a effectivement beaucoup d'entreprises populaires, puisqu'on tout le monde crée son emploi, mais effectivement on cherche à droite et à gauche, mais ce qui n'a pas été vraiment validé aujourd'hui, c'est qu'on recherche complètement ce rapport humain. Qui a été longtemps décrié pendant pas mal de congrès déjà. Ça rejoint un peu ce que disait Karine tout à l'heure sur c'est pas l'un à la place de l'autre. Voilà, c'est plus de la complémentarité, parce que c'est vrai que ça permet aussi d'amener ces publics vers du relationnel, parce qu'ils se rendent compte que digital, toutes les informations grappillées, etc. ne suffisent pas, et qu'à un moment donné, s'ils veulent avancer, ils ont intérêt d'être dans l'interaction, dans la rencontre, dans l'échange. Donc finalement, ça peut amener finalement de façon indirecte aussi des publics qui auraient été peut-être difficiles aussi d'approcher. On a remarqué que plus on mettait en place de dispositifs digitaux, plus les personnes souhaitaient avoir au terme de leur accompagnement une relation humaine. Voilà, plus il est digital, plus il faut d'humain par l'arrière pour... Et en même temps, ça renforce au moins les délais d'attente. Mais ça va aller, il y a plein de délais d'attente, mais une fois qu'on est au bout du parcours digital, c'est qu'est-ce que finalement cette solution correspond bien à mon cas. Et ça, on doit avoir une intelligence artificielle, n'importe quoi, derrière, il y a toujours le doute ou le besoin de dialogue. Peut-être pour rebondir là-dessus, oui, parce qu'en fait, je pense qu'on a des publics très différents et c'est important de le savoir. C'est que je pense que tous nos publics, enfin, nous, on a des publics extrêmement variés. On finance des entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité et tout profil. Et tout le monde ne va pas aller chercher le meilleur incubateur à Paris. Enfin, c'est un profil d'entrepreneur. Les entrepreneurs, ils vont aller à la pioche de tout, ils vont aller chercher tout et ils vont faire leur miel de tout ça. Et ils savent aller chercher l'info, la décortiquer, tirer le meilleur, etc. Et même chez nous, ils vont demander un parrainage, ils vont demander la totalité des services qu'on peut leur proposer. Nous, notre question, c'est de se dire qu'on voit un certain nombre d'entrepreneurs qui finalement n'ont pas confiance en eux alors qu'ils ont des qualités entrepreneuriales indéniables. Et concrètement, comment on va vers eux. Et donc là, l'accompagnement humain est indispensable. C'est qu'il ne faut pas se contenter de se dire on leur donne tout un panel de services et ils sauront parce qu'on leur propose beaucoup de choses. On a une grosse partie de public et je rappelle que ce sont des entrepreneurs et de bons entrepreneurs. Il ne faut pas dire que seuls les bons sont ceux qui peuvent aller chercher l'information partout. Et eux, il faut aller à leur recherche. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est de l'accompagnement d'abord humain. Une fois qu'il y a une relation humaine, il peut y avoir du digital, il peut y avoir plein d'offres, etc. Mais il faut d'abord l'accompagnement humain. Et l'accompagnement humain réactif, on a exactement la même conclusion. Nous, quand on intervient dans les quartiers, ce qu'ils nous demandent, c'est un référent. Et un référent suivi dans le temps. Et quand ils demandent un rendez-vous, si on ne leur donne pas dans les 24 heures qui suivent, ils ne rappellent pas. Donc je veux dire, c'est très clair. Donc il faut s'adapter à ces publics. Ouais. Karine aura l'occasion tout à l'heure aussi un peu d'élargir avec les nouveaux acteurs et voir les publics sur cette hétérogénéité. Moi, ce que je voulais vous demander, Katia, c'est sur l'aspect région par rapport au réseau d'accompagnement. C'est la tête régionale, c'est le local au local. Puis après, on fera réagir l'initiative entre son national, son régional. Comment on s'en sort? Est-ce que le fait d'être régional, vous cassez toutes les initiatives locales? Quelle est votre position? Voilà.
Non. Alors c'est vrai que là aussi on est soumis à une double contrainte en plus du fait que nous sommes un territoire relativement important en nombre de créateurs à accompagner chaque année. Non, l'idée c'est d'essayer effectivement d'arriver à concilier la nécessité d'avoir une visibilité en tant que collectivité régionale de façon consolidée sur l'activité de l'ensemble des opérateurs sur l'intégralité du territoire régional, mais effectivement ne pas fermer la porte à des initiatives locales qui pourraient être expérimentées sur un micro-territoire, mais si considérées comme efficientes, dupliquées ensuite sur un territoire de surface plus importante ou avec des publics à adresser différents. Donc, en tant que collectivité régionale, il y a vraiment cette nécessité à la fois de concilier la nécessité, toujours dans un souci de bonne gestion des deniers publics, d'avoir une image au niveau régional. Par exemple, sur les appels à projets, nous encourageons les initiatives de compétition ou tout au moins portées par les têtes de réseau régional. Et d'ailleurs, nous ne contractualisons quasiment plus qu'avec les têtes de réseau régionales. C'est le cas, par exemple, d'Initiative France ou d'autres réseaux. Mais nous exigeons également d'avoir cette double lecture, de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, au quotidien, sur chacun des territoires, pour effectivement ne pas fermer la porte à des initiatives ou des expérimentations purement territoriales issues des initiatives locales. Voilà. Qu'elles soient différentes, c'est ça ce que vous souhaitez dans ces initiatives expérimentales. Voilà. Tout est possible si on vous propose quelque chose qui... En général, c'est vrai qu'on va privilégier le niveau régional lorsqu'on est sur de l'accompagnement, on va dire, plus générique et par rapport à un public adressé plus générique. Par contre, très souvent, on voit que ce sont plutôt des expérimentations de type local, voire micro-territoire, qui adressent des publics particuliers, qui font leurs preuves sur ces micro-territoires et ensuite qu'on peut dupliquer. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, le régional, entre guillemets, impose une façon de travailler, mais qui ne casse pas la totalité des initiatives. Mais si c'est pour refaire la même chose que ce que vous avez proposé, mais dans son coin, là, vous dites je suis. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui, et je pense que c'est même pas je pense, je suis sûre que c'est le cas de la plupart des schémas régionaux de développement économique portés par l'ensemble des régions, c'est effectivement d'avoir une stratégie de niveau régional, mais effectivement une visibilité des initiatives au plan local. Sabine, ça vous va, une explication? Vous y retrouvez? Oui, non, je retrouve assez bien globalement effectivement la préoccupation des régions en général. On a quelques petites exceptions qui ne sont pas tout à fait celles-ci, qui ne sont pas aussi vertueuses, mais bon, je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. On aimerait bien que ce soit si vertueux dans l'approche, ce n'est pas toujours le cas. Mais globalement, oui, il y a quand même ce souci, effectivement. Alors, nous, on est confrontés, effectivement, à une difficulté. Alors, cette année, on parlait de la loi NOTRe et des changements depuis 2015. L'année 2019 est une année particulière, parce que, comme vous le savez, l'AFE qui s'est mise en place en 2016 a disparu en 2019. On sait à peine, on n'a même pas eu le temps de commencer à s'habituer à l'AFE, puisqu'en fait, en 2016, ils ont dit on reconduit l'existant, en 2017, on changera, et en 2017, ils ont préparé la suite. Enfin, voilà. Donc, on a vécu une période un peu de latence sur les politiques de l'État pendant quelques années. Donc, on sait s'adapter, on s'est adapté. Et là, cette année, c'est nouveau, puisque BPI se met en place. BPI de mettre en place sa stratégie, puisque là ils le mettent en place avant l'été, normalement ils définissent leur stratégie et on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus concret, opérationnel au second semestre. Donc on est en plein échange, alors ils animent des groupes de travail interréseaux avec les grands acteurs de l'accompagnement, ils sont en échange avec les régions évidemment très fréquemment, etc. Donc on est effectivement dans une période de changement et j'entends bien effectivement cette préoccupation des régions. Vous voulez qu'on demande s'il y a quelqu'un de BPI? Il y a peut-être, j'espère d'ailleurs, parce que normalement vous avez essayé de nous partager, mais je sais... Oui, autant se dire. Oui, bien sûr. Si jamais vous vouliez dire quelque chose qui puisse faire avancer. Bon, alors, selon nos informations nationales, la stratégie doit être définie d'ici le mois de juillet, mais si vous avez peut-être une autre information, mais en tout cas, c'est le calendrier qui est défini. On en a suffisamment parlé pour vous le confirmer. Il fallait être là. Et on est en votre disposition. Et donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, puisque c'est en construction. Voilà, c'est en construction. Donc, nous, on est en plein échange là-dessus, mais évidemment,
qu'il y a quelques années, il y avait différents ministères, les services déconcentrés, la Caisse des dépôts, l'AFE. Ensuite, les ministères ont plus ou moins disparu, ont été réintégrés au sein de l'AFE pour financer les réseaux. Il y avait toujours la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, c'est BPI. Donc évidemment que la donne change, évidemment qu'on rebat les cartes et ça pourra avoir un impact. Mais aujourd'hui, pour rebondir, je voulais dire avec les régions. Parce qu'évidemment, tout ça va se faire avec les régions. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir suffisamment faire remonter de choses? Vous parlez de BPI aujourd'hui où il y a un dialogue. Vous pouvez faire remonter avec la région, c'est pareil, avec les territoires, on peut faire remonter suffisamment l'information? Ou vous dites c'est beaucoup du descendant quand même? Je ne parle pas de cette région, je vais en général. Je pense qu'on fait remonter les informations en permanence. Alors nous on était un réseau où nous n'avions pas de coordination régionale et en 2000 on a créé les coordinations régionales. Tant mieux, puisque effectivement on a été armé au moment de la loi NOTRe et on a effectivement un acteur régional pour dialoguer dans toutes les régions. Donc je pense que nos coordinations régionales font remonter effectivement très très fortement la voix du local au niveau des conseils régionaux. Nous on le fait au niveau national avec BPI et je pense qu'avec BPI ça se passe aussi au niveau régional avec les référents régionaux. Bon, tout ceci est en construction. Après, c'est une chose de faire remonter les attentes du local, c'est une autre chose, effectivement, in fine, d'arriver dans ce jeu d'acteurs à la fois, effectivement, avoir une politique cohérente, nationale, à faire plus avec moins, parce qu'on sait que les financements ne sont pas en train d'augmenter, en tout cas publics, et tout en laissant le local expérimenter, innover. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu. Voilà. Karim, une réaction par rapport à cet aspect territorial? Souvent, on l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que ça bloque des initiatives qui peuvent justement faire évoluer le système. Ces initiatives très territoriales. Oui, on a créé une forme de complexité, en bougeant les frontières quelque part aussi. Donc il faut aussi peut-être réfléchir à des formes de coordination entre les régions. J'imagine qu'il y a des dialogues qui sont menés de façon à ce qu'on ait une cohérence, et d'autant qu'effectivement, si on reprend l'exemple qui a été donné, on a aussi des porteurs de projets, alors peut-être sur des projets très innovants, mais qui sont amenés aussi à bouger, à évoluer, et à être confrontés finalement à une complexité qui devient très difficile à cerner, à gérer. Et c'est vrai que le risque ici qu'on peut voir, c'est finalement un éclatement de l'écosystème entrepreneurial avec des logiques assez différenciées selon les régions. Et ça rejoint un peu la question qu'on avait prise sur l'évaluation. Ce qui va compter, c'est qu'au final, il y ait de la création qui soit pérenne, qui soit innovante, etc. Mais pour la France, l'enjeu, il est là. Bien évidemment, il y a une compétition entre les territoires, mais il y a on va dire une émulation entre les territoires. Mais c'est bien de ça on est amené à travailler et à accompagner. Et il ne faudrait pas perdre de vue finalement cette vision globale. Et donc ça amène peut-être aussi à avoir des réflexions sur les méthodes d'évaluation, justement, pour tenir compte davantage de ces éléments. Alors effectivement, ont été mis en place des groupes de travail au niveau de l'ensemble des régions françaises, au niveau de l'Association des régions de France et avec l'AFE, d'ailleurs, à l'époque, mais qui ont été beaucoup phagocytés par rapport aux problématiques réglementaires. Par rapport à nos interventions respectives et justement alors qu'il y avait un réel besoin de redéfinition de stratégie, de déclinaison de ces stratégies en intégrant les spécificités territoriales ou les spécificités de cœur de métier de chacun des acteurs. C'est vrai que pour l'instant, ces travaux se sont beaucoup concentrés sur les problématiques réglementaires, alors que notamment ce qui était remonté du terrain au niveau des différentes régions, c'était plutôt beaucoup d'attentes, notamment sur les politiques d'évaluation à mettre en place et justement ne pas fermer la porte aux initiatives locales de micro-territoires. Bon, on va y aller là-dessus maintenant qu'on a réglé nos problèmes réglementaires. Je ne suis pas tout à fait sûre parce que la réglementation européenne est encore en train de changer. C'est vrai que il y a une prochaine programmation qui décide. Voilà. Ces réunions de région étaient très techniques et très échanges dans leur fondement même. Et il y avait l'apport d'autres partenaires ou autres, mais c'est vrai, comme vous dites, avec certaines contraintes, il y a eu une évolution. Et c'est clair que c'était important. Didier, un mot sur le territorial, pas trop, puisqu'on a beaucoup de choses à dire maintenant. On peut effectivement, après ce sont des constats qu'on connaît, on voit bien tout l'enjeu effectivement d'avoir une vraie politique régionale qui laisse ouvertes les initiatives locales tout en l'orientant. Donc on voit l'enjeu, ce qu'on va appeler à être capable de créer un contexte
favorable aux initiatives locales et puis après d'être capable de généraliser. J'ai envie juste de dire, effectivement, les choses aussi sont à penser dans un contexte de territoire où l'échelle territoriale est très différente et où, globalement, on a eu plusieurs années d'un discours qui mettait l'accent énormément sur les métropoles et sur la dynamique métropolitaine, donc qui est effectivement une réalité. On sait qu'aujourd'hui, 77% de la population européenne vit dans des grandes villes, et donc l'essentiel des territoires, globalement, est là. Mais bon, après, il peut y avoir des petites villes, mais en même temps, ce qu'on observe quand on regarde un petit peu la dynamique, par exemple, d'innovation et de création d'entreprises, c'est que il y a ce qu'on va appeler des territoires de faible densité d'innovation, par exemple. En gros, vous avez 90% du personnel qui a des compétences en R&D qui sont concentrées sur 10% du territoire. Et voilà, et donc ça veut dire 90% du territoire français dans une situation qui est moins aisée en termes de ressources, et ce territoire-là, c'est 40% des gens. Et donc on voit les territoires ruraux, on voit la question de fracture territoriale, et donc la question de comment on fait concrètement. Voilà, Katia va l'illustrer, puisque Exactement. sur la région, vous avez fait un choix de dire, on prend conscience qu'il y a des... Alors, juste pour rebondir, avant d'évoquer le choix qui a été fait au niveau de la région Occitanie sur ce qu'elle considérait comme étant ses territoires les plus fragiles, c'est que quand même, je note notamment sur le public adressé des startups, notamment en région Occitanie, que le système de compétition entre, par exemple, pépinière et incubateur, rural et métropolitaine, a été quelque chose vraiment de productif. Et là, l'intelligence collective, elle a vraiment été au service des porteuses et des porteurs de projets. Et ça a véritablement bien fonctionné parce que c'était des techniciens qui travaillaient ensemble, il n'y avait plus du tout de notion de politique ou autre, et il y avait un besoin dans telle pépinière située en zone de revitalisation rurale qui n'avait pas les moyens d'apporter un conseil très pointu sur la propriété industrielle ou autre, et comme elle travaillait en co-accompagnement avec une pépinière mieux dotée, on va dire, ça permettait quand même cet accompagnement, et là, s'il y avait eu évaluation, c'est bien le co-accompagnement qui aurait pu être évalué et pas le début de l'accompagnement là ou la fin de l'accompagnement dans une autre structure. Sur cet aspect territorial, on a vu la région et la part importante de la région, le respect des différentes strates, ça doit varier peut-être aussi d'une région à l'autre, mais quand même cette volonté. Ce qui a été abordé, de dire il faudrait aussi qu'au niveau des régions, au niveau national, il y ait quelque chose qui se passe, parce que sinon on peut déstructurer totalement l'édifice. Si vous n'avez pas d'autres points, moi ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va passer à l'étape suivante. Mais mesdames, plutôt que de vous faire commencer cette phase-là, je vais demander à Clarine et à Didier, eux, d'attaquer cette phase-là, et je vous demanderai de réagir sur ce qu'ils vous disent, comme piste, comme constat ou autre, si ça vous va. Et puis après, c'est vous qui réagirez par rapport à ce que vous allez entendre. Karine, on démarre. Il y a de nombreuses choses dans ce que vous disiez dans les propositions. Il y a l'élargissement de cet écosystème. Vous disiez par moment, il y avait un peu d'entre-soi, c'est peut-être pas trop ce terme, mais c'est un peu ça. Et vous disiez, il faut élargir. Nous, on travaille avec Laurence Cloutier sur justement l'étude des écosystèmes à l'Université à Montpellier, à Toulouse, dans d'autres contextes internationaux, pour voir effectivement comment on peut générer cette dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat et comment la favoriser. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une tendance à un moment donné à recentrer le dialogue entre les collectivités et les structures. Donc vous avez évoqué l'idée effectivement d'élargir aux porteurs de projets et avoir une lecture écosystémique, c'est ça qui est intéressant parce que ça permet d'élargir la table à l'ensemble des parties prenantes. Quand on regarde ce qui contribue à la dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses qui sont complémentaires et qui doivent interagir. Alors moi je suis ravi que cet événement ait lieu sur sa première demi-journée dans une université. C'est un lieu du capital humain et quand on regarde les écosystèmes d'entrepreneuriat et d'innovation qui fonctionnent, ce sont des écosystèmes qui ont su créer des relations avec les écoles, avec les universités, qui savent effectivement faire monter en compétences déjà les étudiants, les jeunes, mais également, pour nous, il y a aussi un vrai enjeu de la formation continue. On a des formations exécutives, on a des formations dédiées à l'accompagnement entrepreneurial pour aussi qu'on ait des professionnels. Donc il y a ce levier capital humain, il y a d'autres leviers quand on raisonne sur l'écosystème, le marché,
Qu'est-ce qui fait effectivement que dans certains territoires, on va trouver effectivement des relais de développement, de croissance, c'est parce que derrière, il y a peut-être des entreprises, des PME, des grands groupes avec lesquels on va pouvoir créer des connexions, donc avoir une approche marché. C'est le cas avec les initiatives Big Up Startup qui permettent la rencontre entre des startups et des grands groupes. Donc cette dynamique-là, cet accès au marché est un élément bien évidemment important et on pourrait croiser avec d'autres éléments, le financement, l'accompagnement bien évidemment, mais également tout ce qui va contribuer à cette création d'une culture entrepreneuriale. Ça aussi, c'est souvent quand on veut comprendre la réussite d'un écosystème, il y a des acteurs, et on est bien placé dans cette région. Si on veut illustrer dans ce cas-là, effectivement, il y a un certain nombre de groupes de presse qui ont pris le vent de l'entrepreneuriat, c'était le cas d'Objectif LR, de la Tribune aujourd'hui, qui animent des événements, qui mettent en scène quelque part aussi la réussite entrepreneuriale, qui montrent que c'est possible. Et c'est vrai que cette dynamique-là, si aujourd'hui on a autant d'attrait, d'intérêt, c'est parce qu'il y a aussi une mise en scène. Après là aussi, toujours on peut être assez réservé, assez critique par certaines pratiques, mais quand même, on voit bien que si on a cette capacité à rassembler tous ces acteurs autour de la table, on peut générer des actions. Et moi je tiens à saluer Procréa, qui a été finalement conçu sur ce modèle. Quand on regarde la gouvernance de Procréa, vous avez tous ces acteurs-là qui sont autour de la table et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, cet événement fait sens. On pourrait prendre plein d'autres initiatives. Je ne me permettrai pas de citer l'initiative que tu as pilotée sur Lyon, qui est sur la même perspective. C'est vrai que si on veut vraiment faire bouger nos écosystèmes entrepreneuriaux, il faut qu'on ouvre, qu'on soit dans la concertation, dans une approche un peu plus... alors c'est confrontation, donc il faut aussi accepter les regards différents, il faut accepter les points de tension, donc ça aussi c'est pas forcément toujours simple, et pas perdre de vue que l'acteur central, ça doit rester quand même le porteur de projet, l'entrepreneur, et l'initiative qu'on voit et qu'on essaie d'étudier, donc là aussi on n'est pas encore sur un temps suffisamment long pour sortir des résultats, mais on étudie les French Tech, ce dispositif-là, qui était très métropole, qui aujourd'hui s'ouvre aussi plus largement sur les territoires, mais la philosophie va, en tout cas, sur les principes, va plutôt dans le bon sens. Parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois du top-down, donc c'est une initiative nationale qui a impulsé, mais on a permis aux acteurs, et si on prend même le cas, on pousse aujourd'hui plutôt les entrepreneurs à porter des associations et être les réels pilotes de l'initiative. Donc je trouve que ce type de philosophie et de pratique est sans doute un modèle à généraliser. On a beaucoup entendu le terme co, et puis là on a commencé à dire ça frictionne ou autre. On peut dire un mot sur, on voit co-production, co-compétition. Oui, compétition. Ouais. Et puis après on demandera à Didier de rentrer un peu plus dans des parallèles avec les stratégies d'entreprise. Comment, est-ce que là-dessus, à force de vouloir coopérer, on produit plus, on produit moins, il faut qu'il y ait un peu de concurrence, il faut quoi? La compétition, c'est un concept qui a émergé dans le champ du management stratégique. On s'est rendu compte qu'effectivement, en lien avec l'innovation d'ailleurs, pour générer de l'innovation ouverte, on avait intérêt à la fois à partager, mais aussi à confronter. Et donc il y a ce concept de compétition qui a été mis en place. Nous, on a essayé justement d'étudier dans le contexte de l'accompagnement entrepreneurial avec Christina Theodoraki. On a mené des travaux pour voir finalement c'était quoi qui conduisait le plus à la performance. Finalement, est-ce que c'est la collaboration, est-ce que c'est la compétition ou est-ce que c'est un mix des deux? Ce qui ressort clairement, c'est effectivement que pour le coup la compétition c'est négatif. Si on n'est que dans des registres compétitifs, on détruit de la valeur bien évidemment. Si on est que dans la collaboration c'est plutôt positif, mais ça va encore mieux s'il y a cette dose d'émulation. Et donc clairement en termes de régulation, en termes d'orientation des politiques entrepreneuriales et d'innovation, c'est pas ça, mais il faut arriver à ménager un peu ces deux registres-là, c'est-à-dire créer des espaces où effectivement à un moment donné, on va regarder le travail qui est réalisé, la qualité du travail, l'engagement, et donc on va quelque part aussi comparer, donc être plus sur un registre compétitif, et encourager des formes de mutualisation, ça peut être mutualisation de ressources, mutualisation de bonnes pratiques, on parlait tout à l'heure du digital, une structure seule, elle n'a pas forcément intérêt à développer sa solution
on a intérêt effectivement à penser à des choses communes pour améliorer la performance globale. Donc oui, on a intérêt à avoir plutôt des stratégies compétitives. C'est pas simple à mener parce que on est entre confiance et il faut éviter de tomber dans l'opportunisme. Ok, pas simple. Donc, Didier, par rapport à cet aspect-là et sur l'aspect stratégique, on fera réagir un peu Katia et Céline. Qu'est-ce que l'on peut dire, puisque là, Karim vient clairement de nous dire un premier élément sur cet élément compétition. Oui, ça me convient tout à fait avec l'idée effectivement que la compétition, c'est vraiment une voie stratégique par rapport aux visions qu'on avait effectivement, qu'a bien montré Karim, qu'a bien rappelé Karim, cette vision finalement, est-ce qu'on est dans une stratégie compétitive, concurrentielle pure ou coopérative? On voit bien que le mélange de compétition et de coopération, c'est effectivement une voie stratégique qu'on repère dans toutes les entreprises et qui dans l'accompagnement fait sens, c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Après, il y a toujours un petit risque, c'est-à-dire qu'on a envie de dire, l'enfer ne risque-t-il pas de se nicher dans les détails? C'est-à-dire que la compétition, ça veut dire aussi d'être capable de bien penser, par exemple, la façon dont on va évaluer la performance, dont on va rémunérer les acteurs, dont on va se partager la valeur créée ou l'accès à un certain nombre de ressources. Parce que, évidemment, si, par exemple, quelque chose de très simple, est-ce qu'il est stratégique, par exemple, d'être le premier à sourcer l'entrepreneur ou pas, comment vous allez bénéficier de subventions, d'aides ou autre, tout ceci peut jouer sur votre rémunération. Donc, il faut penser un peu les modes d'évaluation, les modes de rémunération, de création de valeur. Autre chose ensuite qu'il faut penser, c'est toute la question des business models et des stratégies. Alors on l'a évoqué, alors c'est peut-être pas au cœur, mais quand même, on voit bien qu'on rentre sur la stratégie des acteurs des réseaux. Il faut qu'on garde aussi présent à l'esprit le fait qu'on peut avoir des niveaux d'intervention différents. Et entre le réseau national, la délégation régionale et l'acteur local, quel statut vous avez? Est-ce que vous êtes indépendant? Quel est votre type de financement? Est-ce que finalement on est sur des réseaux qui auront plutôt une logique un peu centralisée, auquel cas finalement le top-down va bien marcher puis on peut facilement se coordonner? Ou est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des tensions et des jeux d'acteurs locaux? Parce que finalement peut-être que votre structure locale n'a pas tout à fait le même intérêt ou la même voie stratégique que l'acteur régional. Comment on va plus largement, si on prend l'analogie avec les firmes, dans des contextes qui bougent beaucoup, il y a des nouveaux business models qui apparaissent, on voit apparaître des business models de plateforme. Business models de plateforme souvent articulés autour de logiques numériques, ça pousse à l'émergence d'acteurs de référence et on risque d'avoir finalement à la fois une plateforme en centrale qui capte la valeur et puis des acteurs locaux qui peuvent se retrouver dans une situation parfois délicate. Je vous renvoie par exemple, l'analogie est lointaine, mais pensez à Uber, dans lequel je dis finalement les chauffeurs sont peut-être pas dans une posture tout à fait idéale. Ils sont entrepreneurs, mais voilà, ils sont souvent auto-entrepreneurs. Bon, après, ils ont, en même temps, on me dit oui, mais ils ont, alors pas à Montpellier où ils ont qu'une seule plateforme qui est Uber, mais à Paris, ils ont 10 plateformes différentes, donc ils peuvent jouer. Mais bref, là, on voit bien que ceci peut aussi nous interpeller. Est-ce que par rapport au réseau, si on dit que la compétition, c'est ce vers lequel on devrait tendre, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner sur la mise en place? Parce qu'on dit c'est pas facile, mais est-ce que, je sais pas, on a envie de dire il faut qu'un acteur régional impulse certains travaux pour que les gens travaillent ensemble en expliquant que... Est-ce que c'est un peu ça vos pistes? Alors, en fait, nous, ce dont on s'est aperçu, alors on a seulement un petit historique, puisque la première génération d'appel à projet date de début 2018. Donc, je pense qu'on a fixé des règles par rapport au cadre d'intervention, c'est-à-dire que la région, en tant qu'acteur et pilote sur l'accompagnement à la création de transmission reprise, a fait preuve d'un minimum, après ça dépendait des ressentis, de maximum d'autorité en s'adressant à l'écosystème, en leur demandant de se recentrer sur leur cœur de métier respectif, donc avec des appels à projets, soit sur des cœurs de métier spécifiques, par exemple l'appui à la structuration financière, soit par rapport à des publics spécifiques adressés. Par contre, ce dont on se rend compte, une fois que cette première génération d'appels à projets a vu le jour, c'est que finalement, le fait d'avoir été un minimum autoritaire sur le cadre, ça a permis aux initiatives locales et aux propositions de projets en compétition, effectivement, je
parle par exemple des réseaux en charge de l'appui à la structuration financière, Initiative France, France Active, Réseau Entreprendre, ADI, etc., qui d'eux-mêmes ont fait des propositions d'un projet de compétition en nous expliquant à nos financeurs publics que oui, ils avaient le même cœur de métier, mais ils adressaient des publics différents, avec des potentiels différents, et oui, pour une meilleure, toujours dans l'idée de recentrer sur le porteur de projet, pour une meilleure lisibilité du porteur de projet, nous vous proposons un projet, non pas là, au-delà même du collaboratif, de visibilité, ce que nous pouvons faire, nous opérateurs, vis-à-vis de vous, porteurs de projet. Donc là, la compétition, elle a fonctionné parce qu'elle a été initiée sur le plan territorial, local, des réseaux. Elle n'a pas été... Le cadre a été fixé par l'instance régionale, mais les projets tels qu'ils ont été présentés l'ont été faits par les initiatives locales et par les opérateurs. Et c'est pour ça, Donc à là, mon sens... vous voyez, on a une première oui. piste que l'acteur... En tout cas, c'est ce qui a marché. Ça peut marcher. Et de la même façon, je citerai un autre exemple où là aussi, on est parti de l'expérimentation de l'initiative territoriale pour ensuite l'étendre au niveau régional sur un appel à projet que nous menons avec anciennement FE, maintenant BPI. Nous avons été effectivement une des seules régions à considérer que pour nous, région Occitanie, les territoires les plus fragiles, ce n'étaient pas les QPV, mais les zones de revitalisation rurale qui couvrent 70% de notre territoire. Nous sommes partis d'une expérience qui a été menée dans les Cévennes, ceux qui connaissent, Rosérienne et Gardoise, et nous sommes arrivés à faire, grâce à cette expérimentation, à transférer tout un mode opératoire, une méthodologie de l'accompagnement du cédant et repreneur en milieu rural sur tous nos territoires ruraux. Et on pense véritablement que cette expérimentation qui a donc été dupliquée sur le territoire occitanien, elle pourrait même être transférée, scalable, sur d'autres territoires ruraux que les territoires ruraux d'Occitanie. Donc finalement, moi je trouve, par rapport à la petite expérience que j'ai là sur les 2 dernières années, que chaque fois on est parti du territorial, d'une initiative d'opérateurs de compétition, mais venant de la volonté des opérateurs et non pas des volontés régionales, voire même nationales. Il faut toujours rester à l'écoute du terrain. Toujours. Vous parlez des pistes. Sinon, on est en inadéquation. Qui sont intéressantes, ou d'autres pistes justement pour arriver à mettre en place une compétition que vous définissez comme étant si difficile. Après, bon, je pense que l'acteur territorial a bien évidemment un rôle. Après, bien évidemment, les réseaux ont cette possibilité aussi de construire leur propre stratégie, de voir effectivement les terrains qui sont les plus propices finalement à la coopération. Donc il y a aussi cet élément-là qui est fondamental. Après, dans l'évaluation, mais systèmes peut-être aussi d'incitation qui peuvent être mis en place pour reconnaître justement les projets collaboratifs. Et donc ça peut amener dans les critères d'évaluation peut-être d'intégrer cette dimension. Nous, ce qu'on a fait, on a travaillé, bon, je pense que ça sera repris dans la conférence qui va suivre avec ma collègue Sylvie Samut, avec qui on a travaillé sur un outil multidimensionnel d'évaluation de la performance. Donc c'est vrai que le sommet, c'est le nombre d'emplois créés, bien évidemment, on retombe sur la période. Mais ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que pour y arriver, il y avait quand même des étapes et peut-être des indicateurs de performance à prendre en considération. C'est tout simplement l'apprentissage, l'innovation dans la structure. Est-ce qu'on a fait évoluer les compétences des chargés d'affaires dans nos structures, les processus, la qualité des processus, démarche qualité, et on a mis en avant des critères liés à la relation client, à la relation avec le porteur de projet, la satisfaction, l'engagement du porteur de projet. Et donc là, on est plutôt sur une approche multidimensionnelle, et dans les processus, on pourrait, et on aurait intégré la dimension un peu network, réseau, la capacité qu'a la structure justement à développer du lien avec son écosystème, et ça peut être mesuré par des actions précises. En faire une vraie composante du métier de l'évaluation. Ça fait partie aujourd'hui d'un élément de performance. Si on veut aujourd'hui être performant dans ces métiers-là, on va effectivement faire. Didier, ça ne vous surprend pas ce qu'il dit? Ça va dans votre sens? Oui, tout à fait. On voit bien l'intérêt d'avoir une vraie approche globale, prendre en compte la diversité des dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment pris conscience, et depuis quelques années, du fait qu'un discours uniforme, homogène, qu'on décline de la même façon, quels que soient les territoires, c'est souvent le meilleur moyen d'aller à l'échec.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à prendre en compte la complexité du phénomène, donc d'où l'intérêt des approches en termes d'évaluation qui vont être multiples sur différents critères, et l'intérêt effectivement d'approches dans lesquelles on va essayer de favoriser les expérimentations pour voir ce qui peut être scalable, ce qui peut être effectivement transféré entre les territoires. Donc ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose de fort. Sabine, une réaction, maintenant vous avez entendu tout ce qu'il y avait à faire pour les réseaux? Non, je suis complètement d'accord sur la vertu, en tout cas, de proposer aux acteurs de s'organiser sur un territoire pour être force de proposition. Et en général, quand nos partenaires nous le proposent, eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire que quasiment dans tous les territoires, on leur a dit, écoutez, maintenant, mettez-vous d'accord, on ne va pas vous dire, vous expliquer ce que vous devez faire, vous savez ce que vous pratiquez, vous connaissez votre cœur de métier, mettez-vous ensemble d'accord. Je pense que ça génère effectivement des innovations. Alors, après, ça dépend ce qu'on entend par innovation. Moi, je me souviens que dans l'un des appels à projets de l'AFE, puisqu'il y a eu énormément, en fait, d'initiatives qui sont montées des territoires par un appel à projet, et donc il n'y a pas eu effectivement, tous les projets n'ont pas été retenus. Mais je me souviens d'un territoire où une de nos plateformes, parmi d'autres acteurs, s'était décarcassée pour monter en l'espace de quelques semaines un consortium. Ils avaient passé la moitié de leur semaine en réunionnite aiguë pour s'entendre. Ça faisait peut-être 15 ans qu'ils n'avaient jamais travaillé de façon aussi co-construite avec tous les acteurs. Ils arrivent avec un truc sur la table, ils sont super fiers d'eux parce que quand même, ils ont réussi à monter un machin. Et l'AFE, on leur dit, bah non, en fait, on ne va pas vous retenir parce que c'est pas assez innovant. Et là, moi, je me dis, je trouve ça vachement innovant que finalement des acteurs qui n'ont peut-être jamais travaillé ensemble ou ils se connaissent, mais jamais travaillé de façon aussi aboutie, font une offre construite sur un territoire rural où ça n'avait jamais existé. Moi, je trouvais ça génial. Je me dis, mais ils ont fait le tour de force quand même en espace de très peu de temps. Ils se sont retroussés les manches. Ils ont fait ça, mais alors le week-end, le soir, la nuit. Enfin, ils n'ont vraiment pas compté leurs heures. On leur dit, c'est pas assez innovant. Donc moi, j'attends juste la question de l'innovation parce que on met l'innovation sous toutes les sauces, on en parle beaucoup, mais pour moi, ça, c'est une forme très innovante quand des acteurs qui se sont jamais, qui n'ont jamais coopéré ensemble, en espace-temps très court, ont réussi à faire quelque chose qui finalement est génial. Et ils vont le faire, hein, ils vont continuer quand même autrement, etc. Mais voilà, je trouve qu'il faut quand même le saluer. Cette valeur-là soit reconnue. Ah oui, ça pour moi, c'est une innovation. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous demander si vous avez des dernières précisions à apporter, puis on donnera la parole à la salle, parce que quand je regarde, je vois, doit-on continuer à privilégier le court-termisme pour les acteurs, ben c'est vrai que vu les menaces qu'ils ont, ils ont peut-être une obligation, une tendance à rester sur du court terme, et vous n'arrêtez pas de leur dire qu'il faut un peu lever la tête, regarder, analyser. Bon, ben donc, c'est certainement pas très simple. Si dans vos conclusions, vous pouviez leur dire un mot là-dessus. Vous avez abordé ces stratégies gagnantes, vous venez d'ouvrir ces stratégies gagnantes qui, clairement, nous disent, c'est pas dans le court-termisme, c'est dans l'évolution. On a vu aussi les relations avec un acteur important qui est un prochain, on attend beaucoup de lui. Donc voilà un petit peu le réseau des acteurs, la réaction, et puis vous les chercheurs, l'élargissement que vous avez pu nous apporter. Est-ce que vous voulez, avant qu'on donne la parole à la salle, réaborder quelque chose que nous aurions oublié, réinsister sur un point, mais rapidement, pour on fera une dizaine de minutes de plus si vous voulez bien, puisqu'on a démarré une dizaine de minutes en retard, donc ça nous laisse une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Qui veut se lancer? Katia, un mot, ou si ça peut suffire? Non, on verra dans les questions. Avec la salle. Allez, je continue, Karine. Pareillement, je sais qu'il y a des experts, par exemple, sur les profils. Allez, c'est parti. Sabine. Sabine. Moi, une petite chose, dans le questionnement qui est le nôtre aujourd'hui sur la recomposition des jeux d'acteurs, il faut être attentif au fait que dans les entrepreneurs que l'on accompagne, il y a des innovants, des start-upers, il y a des gens qui ne sont peut-être pas innovants dans leur pratique au quotidien ou qui semblent être dans le traditionnel. Mais en fait, quel que soit l'entrepreneur, il innove de toute façon, ne serait-ce que par l'endroit où il le fait, par son parcours, etc. Et cette vision de la très petite entreprise, j'espère que nos partenaires qui avaient une vision peut-être BPI ou les régions qui historiquement étaient plutôt positionnés sur de la PME et sur de l'ETI, j'espère qu'effectivement ils vont parvenir à appréhender ce que ça veut dire que d'accompagner des très petites entreprises qui demain vont devenir peut-être des grandes, qui peuvent être banales au début et parce qu'en fait ça prend du temps, ça coûte cher. Nous, pourquoi on y arrive? Parce qu'on mobilise plein de bénévoles. Enfin, il faut pas se leurrer. Et le bénévole, en fait, il vient parce qu'il a envie de venir. Il peut repartir. Et nous, là, aujourd'hui, on entend des bénévoles nous dire, mais nous, on s'implique parce que c'est notre territoire. On sait pourquoi on est là.
On est acteur de notre territoire. Si demain on nous met dans une case, si demain on sent qu'on n'est plus acteur et qu'en fait on est dans un tuyau, mais nous franchement, on n'est pas obligé de rester, on s'en va. Donc j'attire juste. Non mais tous les acteurs, j'attire attention sur le fait que, en fait, quand vous dites revenir aux fondamentaux, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui. Et là on ouvre les yeux, on se dit ah ouais, mais en fait c'est fragile. Cet écosystème, il est aussi fragile. Et mobiliser ces acteurs locaux bénévoles, eh bien, peut-être que c'est pas si simple que ça et qu'il faut penser à la dont on peut continuer à encore mieux les mobiliser. Voilà. Oui, ça dit. Didier. Oh, très vite, juste deux points mais qu'on a dit. C'est effectivement toujours bien reboucler sur cet entrepreneur et sa diversité, on l'a dit, mais juste pour prendre un exemple, un territoire dans lequel on a décidé de toucher des femmes entrepreneurs dans les quartiers prioritaires de la ville. Et en fait, la décision, ça a été d'ouvrir une permanence à la mairie. Bon, très belle action, c'est-à-dire qu'en gros, l'action est faite, le truc est fait, c'est une efficacité nulle. Et on voit bien effectivement l'importance de l'accent sur le terrain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est prioritaire, c'est quels sont ces entrepreneurs, comment on les touche, comment on les accompagne, et c'est ça le cœur du métier en tant que tel. Et effectivement, du coup, la priorité, l'accent sur ensuite le territoire, les acteurs du territoire, comment être capable d'innover, de porter des actions. Voilà. Merci pour ces reformulations, merci pour cette disponibilité par rapport aux questions. Donc c'est à vous. Qui se lance? Moi, j'aimerais bien avoir l'éclairage de la région Occitanie sur la manière dont est gérée justement avec cet éclatement et cette recomposition. Comment se gère avec la loi NOTRe la coopétition, la coopération avec les communautés d'agglomération et les initiatives. C'était la bonne question. Ouais. C'est la bonne question. Parce que là aussi, ça fait partie d'un acteur supplémentaire qui arrive, qui a aussi envie d'exister, de montrer que les élus existent. Là, je parle on est vraiment sur une question de performance de l'action publique. Là, c'est plus simplement la performance des opérateurs, mais la performance de l'action publique. Comment est-ce que vous surnagez ou gérez dans ce magma communal? Là, en fait, on est en plein dedans, puisqu'on profite justement là d'un outil de digitalisation que la région est en train de mettre en place, une plateforme d'entreprendre qui va permettre en fait aux porteurs de projets de ne le dire qu'une fois, d'avoir toute l'info dont il a besoin pour être orienté vers un seul référent. Il aura un référent unique et ce référent devra être en compétition avec les autres, éventuellement techniciens des autres structures opératrices. Et nous avons totalement intégré dans cette plateforme les EPCI. Et donc nous construisons ensemble le futur grand réseau régional des développeurs économiques, dont feront partie les chargés d'affaires, les techniciens des EPCI. Donc l'idée, elle est vraiment effectivement de construire les outils de coopération, de coopétition ensemble pour les intégrer dans la future stratégie régionale au niveau de l'entrepreneuriat. Mais c'est très compliqué parce que là, notamment, on parlait tout à l'heure de compétition, et bien là, la compétition des territoires revient au galop dès qu'on parle notamment d'implantation ou de création d'entreprises, etc. Et là, effectivement, nous, on a notre casquette de collectivité régionale, mais il faut entendre aussi la spécificité de chacun des territoires et de chaque politique menée au niveau de chacun des EPCI qui est là pour promouvoir et valoriser l'attractivité de son territoire. Alors que nous, on raisonne région. Donc, c'est à mon avis, c'est à ce niveau-là où... mais du coup, le fait de construire des outils, ça neutralise un peu le débat et les échanges et on apprend à construire et à faire, on fait œuvre d'intelligence collective. Et du coup, les débats politiques de compétition entre territoires sont un petit peu amortis ou en tout cas viendront en second plan. Et entre-temps, on aura réussi à construire quelque chose, des outils mutualisés et communs au service. Encore une fois, je me répète, je suis un peu de la porteuse et du porteur de projet. Merci Katia. D'autres observations? Moi, je voudrais avoir une question en fait, de la région, même si on est pas la même. De savoir quel était vos rapports avec celui qui apporte le plus de flux en termes de créateurs ou de repreneurs d'entreprise, c'est-à-dire le pôle emploi, et quels sont les accords ou
ou des informations données au Pôle emploi. Là aussi, c'est tout à fait d'actualité, parce que la région Occitanie est en train de signer une convention de partenariat alors sur des sujets qui dépassent l'entrepreneuriat, notamment sur la formation. Voilà. Et effectivement, l'acteur Pôle emploi était un acteur que nous avons rencontré relativement tard par rapport aux autres acteurs de l'écosystème sur l'écosystème entrepreneurial. Mais nous sommes en train, effectivement, parce que les logiques de Pôle emploi, pour l'instant, ne sont pas identiques à la logique des régions, qui est avant tout une logique d'acteurs sur le développement économique. C'est ce qui a beaucoup aussi influencé les difficultés que les régions ont rencontrées lors du transfert du dispositif NACRE. Le dispositif NACRE avait été initié, développé comme une politique de l'emploi, de retour à l'emploi. Lorsque ça a été transféré aux régions, c'est devenu un petit peu plus compliqué parce que nous, derrière le statut, à la limite, le statut du porteur de projet, qui soit demandé, c'était pas ce qui nous intéressait le plus. Nous, c'était la faisabilité globale du projet de création ou de reprise d'entreprise, c'était bien le projet économique futur, la pérennité de ce projet dans le temps, la création d'emplois, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'on était, en tout cas avec l'État et même avec Pôle emploi, sur des logiques d'approche de l'écosystème entrepreneurial très différentes. Mais on est obligé, là aussi, de coopérer, de coopérer ensemble. Donc on est en train de travailler, en l'occurrence avec Pôle emploi, pour qu'effectivement, au niveau du parcours des demandeurs d'emploi, il y ait du lien avec la façon dont la région appréhende le parcours du porteur de projet et que le demandeur d'emploi soit bien orienté vis-à-vis des opérateurs qui auront eux-mêmes été préalablement sélectionnés et labellisés par la région, pour qu'il y ait bien une continuité du service public rendu et du parcours et que le porteur de projet ne soit pas à devoir choisir entre ce que me dit Pôle emploi ou ce que me dit la région ou ce que me dit tel opérateur, parce que là, ça serait effectivement, à nouveau, on perdrait l'idée de se recentrer sur le porteur ou la porteuse de projet. Voilà. Mais je pense que beaucoup de régions avaient quand même noté, la région Occitanie faisait partie des régions qui avions vraiment co-présidé les comités de pilotage NACRE. Ce qui n'était pas le cas de toutes les régions. Il y avait des régions qui étaient totalement absentes du pilotage du dispositif NACRE, du temps de la directe, etc. Ce n'était pas le cas en région Occitanie, mais même du temps entre guillemets du dispositif NACRE, Pôle emploi était très absent, alors qu'il avait tout lieu d'être présent du dispositif et du suivi NACRE. Donc là, on enclenche quelque chose. Il y a quelque chose de positif, comme avec BPI, qui est en train de se construire pour que nos visions à minima se rencontrent, mais surtout ne s'opposent pas ou ne génèrent pas des prises de décision impossibles pour le porteur ou le porteur de projet, ainsi que pour les opérateurs. Parce que là, par exemple, très clairement, le fait qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent assez de dialogue entre les régions et Pôle emploi génère des dysfonctionnements, par exemple, au niveau des consulaires, qui du coup ne sont plus, entre guillemets, prescrits par Pôle emploi parce que là, c'est pas possible. Ça, c'est des difficultés-là, moi je les entends pas. À un moment donné, il faut siffler la fin d'arrêt et il faut que l'on travaille ensemble et toujours au service de l'usager. On a les mêmes usagers, on a les mêmes habitants, on a le même territoire. Donc il faut qu'on travaille ensemble. D'autres interventions? Merci, Patrick. Allez-y. Oui, j'avais une remarque sur l'évaluation. On a tendance souvent à partir de la situation sociale du public pour évaluer en fait la performance d'un accompagnateur. Or, il me semble qu'il y a aussi la posture du public. On peut avoir des gens qui ont un ego, qui sont très développés et qui n'écouteront aucun conseil. Et ce sera peut-être plus difficile à accompagner que quelqu'un qui n'a peu d'études et qui finalement est très à l'écoute. Il y a le territoire, il y a la géographie. Nous, on constate sur certains dossiers qu'on a financés qu'il y a des zones où c'est beaucoup plus dur d'entreprendre, beaucoup plus dur de réussir parce qu'il manque de consommateurs, parce qu'il manque d'autres entreprises, il manque de sous-traitants, il manque de tout. Et c'est beaucoup plus dur pour eux qu'en territoire métropolitain. Donc quelque part, cette évaluation, elle devient très complexe parce qu'il faut prendre plein de critères en compte pour évaluer une performance. Quelque part, celui qui aurait 100% de réussite,
c'est celui qui trie les dossiers les plus faciles, finalement. C'est celui qui va là où c'est le plus facile, le plus évident, qui met son tampon, un peu comme l'incubateur dont vous parliez, là, ok, on a pris un coup de tampon, mais on n'a rien fait comme boulot. Donc ça, je ne sais pas si au niveau universitaire, vous pouvez arriver à capter cette complexité, mais en tout cas, si on peut vous y aider, ça sera avec grande envie. Plaisir également. Après, ça relève aussi de la volonté politique, effectivement, de tenir compte de ces contraintes, de ces spécificités. A priori, c'est quand même fait, il y a des actions qui portent sur chacun de ces publics, de ces territoires. Et il me semble que dans l'évaluation, on a aussi ce recul qu'on peut avoir effectivement sur ces contraintes, mais on peut effectivement réfléchir à des systèmes peut-être de pondération aussi dans les critères. On avait essayé aussi d'avoir un outil global, mais aussi spécifique peut-être au type de structure. Et ça peut rejoindre le territoire et le public. Donc c'est aussi une voie peut-être pour jouer, de multiplier le type d'indicateur. Mais c'est peut-être pas forcément simple à mettre en place et à piloter pour le moment. Alors, et c'est d'autant plus compliqué que depuis 2014, les régions sont délégataires, je ne sais pas si c'est vraiment le terme juridique à employer, mais des enveloppes de fonds européens. Et là, on connaît quelquefois, on reste fort perplexe par rapport aux indicateurs de résultats, aux indicateurs de suivi que nous impose ou que peut nous imposer la Commission européenne. On a du mal des fois à suivre le pragmatisme qui a conditionné le choix initial. Voilà. Après, effectivement, peut-être qu'un système de pondération serait sans doute un bon système. Le fait aussi, je pense, sur les appels à projets, c'était absolument pas pour stigmatiser certains publics, mais d'avoir fait des appels à projets dédiés, par exemple au QPV, parce qu'on sait qu'il y a un temps d'apprentissage, qu'on est sur une posture, effectivement, une autre personne qu'un créateur d'entreprise a parlé de phobie administrative, mais c'est le cas pour beaucoup de ce public. De la même façon, nous avons un appel à projet dédié sur l'entrepreneuriat étudiant, parce que là aussi, c'est un public spécifique, on est beaucoup sur la génération, même plus, c'est YZ, non c'est Z, Z, où le critère d'immédiateté est enfin, si on ne le prend pas en considération, l'entrepreneur étudiant, il part ailleurs, voire il part aux États-Unis surtout, mais bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, on peut essayer en tant que financeur public d'intégrer dans notre politique d'évaluation des indicateurs de suivi ou d'impact qui soient pondérés par rapport au public auquel s'adressent les différents opérateurs. Mais ça reste compliqué lorsque vous êtes, en tant que financeur public, à la fois délégataire d'un fonds structurel et de vos propres crédits, et d'avoir des indicateurs très différents. Merci, allez-y. Peut-être pour compléter, ou en tout cas réagir à ce qui vient d'être dit, ce que vous disiez, Madame Pousson, au niveau des différents profils, parce que tout à l'heure, on ne peut pas oublier le fait qu'on a différents profils dans des projets. Donc c'est effectivement quelque chose qui doit être pris en compte. Et également, quand vous disiez pondérer les critères de l'évaluation, il y a deux choses qui peuvent être vues. C'est déjà quels sont les critères de réussite, parce que vous disiez, oui, avec certains, on ne va pas réussir. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que réussir? Qu'est-ce que vous considérez, vous, comme financeur public, par exemple, ou comme, comme réussite de projet? Quel est le critère de réussite du projet? Est-ce que le projet qui est réussi, c'est un projet qui va pouvoir, en termes d'entrepreneur, vivre de son activité, ou avoir d'emploi, ou avoir... Quel va être le critère de réussite pour vous? Et du coup, forcément, ça devient un critère d'évaluation de la structure. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et parce que sur certains types de profils, on le voit bien, ils vont peut-être réussir leur projet. Et si on les questionne pour eux, ils auront réussi leur projet parce qu'ils seront indépendants, parce qu'ils feront une activité qui leur plaît, parce que mine de rien, ils créeront de l'activité de façon directe sur leur territoire. Mais finalement, peut-être que pour un acteur du territoire qui va avoir financé, ça ne sera pas une réussite pour l'acteur. Voilà.
Alors, bien évidemment, on ne peut pas, en tant que financeur public, ne pas prendre en considération le fameux critère création ou maintien d'emploi. Par contre, il faut forcément intégrer d'autres facteurs et d'autres critères, tels que celui, par exemple, du taux de pérennité des entreprises. Nous sommes une région en Occitanie qui comptons quasiment plus de 90% de son tissu économique qui est constitué de petites entreprises, même pas des 10, plutôt des moins de 5. Donc forcément, c'est pour nous un élément à intégrer dans notre stratégie régionale de développement économique. Donc là, la pérennité de ces petits projets est pour nous un critère évident que l'accompagnement a eu une vraie valeur ajoutée au-delà de la création de richesses ou d'emplois. Voilà. C'est aussi pour ça, encore une fois, peut-être je me répète, mais que le fait d'avoir fait des appels à projets spécifiques en fonction des cœurs de métier et des publics adressés, ça permet quand même d'être jugé par rapport à ses pairs. C'est-à-dire, je suis jugé et je suis évalué en tant qu'opérateur qui a le même métier que l'autre opérateur qui est dans le même appel à projet que moi parce que j'adresse la même typologie de public. Je sais très bien lorsque je suis opérateur en test d'activité, par exemple pour les coopératives d'activité ou pour les couveuses, on parle d'un public qui est souvent très éloigné, alors maintenant on ne parle plus très éloigné d'emploi, ni très éloigné de l'entrepreneuriat, mais voilà, mais le fait d'avoir un petit peu, comment dire, encadré l'intervention, ça permet aussi d'avoir une politique d'évaluation plus centrée sur la même typologie de métiers, d'acteurs et de publics adressés. Donc effectivement, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs. Pour l'appel à projet ingénierie, projet innovant, où beaucoup de pépinières et incubateurs et donc start-upers répondent par rapport à un appel à projet qui adresse les couveuses ou les coopératives d'activité avec un public spécifique sur le test d'activité. Merci Mathieu. On pourrait certainement continuer bien longtemps, mais j'ai Peut-être aussi pour mission... juste une petite réaction, parce que, juste pour abonder... J'ai aussi pour mission de timing, donc votre dernière observation, je ne sais pas qui voulait la faire. Non, juste pour abonder, je pense que les réseaux d'accompagnement, doivent prendre aussi en main, faire des propositions d'indicateurs. Parce que je pense qu'en fait, nos partenaires ont changé. Il ne faut peut-être pas qu'on attende aussi de nos partenaires financeurs de construire les indicateurs. Ils vont venir nous voir, ils vont parler, mais c'est à nous aussi, ensemble, entre réseaux, d'être force de proposition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sur les territoires. On s'en parle, etc. Mais en fait, on ne l'a jamais valorisé, on n'a jamais écrit sur ce qu'on faisait, on n'a jamais mesuré l'impact de ce qu'on faisait. Ça nous semble évident parce que j'allais dire, on est des opérateurs de terrain, on fait ça tous les jours, on baigne dedans. Mais en fait, on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément évident pour nos financeurs, ce n'est pas forcément évident pour nos partenaires qui évoluent. On a aussi du turnover dans notre écosystème. Et donc, je pense qu'effectivement, il va falloir sans doute... Ça nous semble évident que un entrepreneur, selon son parcours, selon son territoire, on n'a pas la même approche, pas le même, et on ne va pas faire forcément la même intensité d'accompagnement. Ça va peut-être mieux en le posant. Donc voilà, peut-être aussi le fait qu'on a peut-être intérêt à s'y coller ensemble sans attendre. Ouais. J'ai aussi pour mission de rester dans le timing. Est-ce qu'avant qu'on se laisse, vous avez un dernier mot, message à faire passer, quelque chose Moi, quand je regarde par rapport juste au titre, j'arrête pas depuis tout à l'heure de me dire, vu tout ce que vous nous avez décrit comme bouleversement dans le quotidien, je me dis on doit avoir beaucoup de structures qui doivent être par obligation dans le court-termisme. Pour jouer un peu de la survie et autres, j'espère que dans les messages que vous avez pu faire passer, dans les stratégies gagnantes, on se dit on va peut-être moins subir, plus agir, plus, comme vous l'avez dit, co-construire et et compétitif, je ne sais pas. C'est moi ce que je ressens, parce que je me dis que c'est vu tout ce que vous avez dit, non, pas terrible, pas simple. Moi j'avais quelqu'un qui avait dit un pied dans le vide, un pied sur le rien, c'est pas une position d'équilibre. J'ai l'impression que c'est leur cas. On est dans le vide et sur rien pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Je crois qu'il y a de l'envie, de l'ambition, tout le monde a compris. Maintenant, il faut faire les bons choix et c'est pas si simple que ça parce qu'effectivement, on est dans des contraintes compliquées et je pense que cette année est assez charnière. Même les régions ont été bouleversées, tout ça. Oui. Les pivots, pareil, maintenant, c'est bon ça. Il y a quand même des points terribles. La loi Pacte aussi met l'accent sur l'entrepreneuriat. La région va se consolider sur l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est quelque chose qui est
qui est lancé. Ensuite, on est comme dans une bouteille, l'eau est troublée, on est dans le chacun, on attend que ça retombe un petit peu. Voilà, on pousse un petit Il y a des peu. structures qui vont vraiment l'eau troublée, là. Ça ne doit pas être. Voilà, il faut quand même un peu d'optimisme. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des Mais ressources, de il y a des l'optimisme moyens, il y a des compétences, et une volonté. il y a un engagement politique. Et une très volonté fort. d'homme pour les On s'en sort structures. quand même en regardant vraiment derrière le bénéficiaire final, parce que c'est quand même lui qui est la cible finale, et sur la question de la pérennité, chacun a une notion de pérennité qui est soit des limites réglementaires comme à 3 ans, alors qu'une pérennité pour l'entrepreneur ça peut être à 5 ans, ça peut être à 7 ans, vous allez d'abord franchir. Donc on retombe sur la question de l'évaluation. La notion de pérennité ou la notion de succès peut être très variable selon les personnes, et ça peut être un ressenti très variable. Quelqu'un qui a fait un parcours d'entrepreneuriat, qui ne va pas jusqu'au bout, pour nous c'est un échec, mais pour lui c'est remis en confiance, et il a mis ça sur un CV, il a renforcé ses conditions d'employabilité. Mais c'est pas, enfin, moi je pense que le premier indicateur, donc là, celui qui fait notre S'il vous situation plaît, au on va quotidien, sauter, allez-y. c'est la montée en compétence. À partir du moment où il y a une montée en compétence, On rejoint ce que dit monsieur. quel que soit le chemin sur lequel elle va conduire, c'est-à-dire l'entrepreneuriat à court terme, ou à moyen ou à long terme, ou pas d'entrepreneuriat à court terme, mais finalement il finit par arriver à moyen ou à long terme. La seule montée en compétence, c'est un indicateur de performance. Ce qui est intéressant, effectivement, juste pour aller dans votre sens, c'est on se rend compte finalement qu'on a tendance à penser création d'emplois, pérennité de l'entreprise, mais on a des individus qui sont dans des logiques de carrière, c'est ce que vous disiez, et globalement, on observe que beaucoup d'entrepreneurs, donc aujourd'hui, il y en a en gros 60% de ceux qui ont été créés en 2010 qui étaient encore vivants en 2015, donc c'est la première fois qu'on avait des stats si positifs. Il n'y a plus de différence entre, par exemple, les chômeurs longue durée et les personnes qui n'étaient pas au chômage au moment de la création. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que une bonne partie des gens qui ont arrêté leur projet entrepreneurial ont retrouvé un emploi. Et donc cette question d'employabilité, de montée en compétences, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors même si après, il ne faut pas perdre de vue que les 10% qui, eux, ont échoué et qui n'ont pas retrouvé d'emploi sont dans une situation d'autant plus grave. Donc eux, il faut certainement ne pas les oublier. Mais en réalité, aujourd'hui, dans une dynamique de vie professionnelle avec du rebond en permanence, est-ce que le taux de pérennité est finalement un indicateur si pertinent que ça? L'entrepreneuriat parfois est vu aussi comme une parenthèse opportuniste qui derrière entraîne un autre rebond. Et le taux de pérennité dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, il pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, moi je me pose la question. Alors, ça peut rentrer. juste pour, sur ce détail-là, il a du sens encore pour le financeur public. Oui, Lorsque ce financeur public accorde par exemple des avances remboursables et qu'il espère quand même que le taux de pérennité soit le meilleur possible pour se voir rembourser et du coup prêter à de nouveaux. Oui, et bien sûr, toujours dans un investissement sur le territoire, bien sûr, mais vu du point de vue de l'entrepreneur, c'est notre vision des choses. Mais la vision du retour sur investissement dans le territoire, elle est évidente. Ne croyez surtout pas que je ne suis pas satisfait du fait que vous vouliez poursuivre. C'est juste le respect du timing. Vous avez absolument attention sur le fait qu'il fallait être plus positif que je ne l'étais. Et c'est un message reçu. Des pays venus. Merci de votre participation à tous. Et on continue, je crois.